avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire que ce travail donc, sur ce parti politique qui s'appelle le Mouvement du djihad islamique en Palestine, hein, c'est son nom complet en 4 branches. C'est un travail qui s'inscrit d'abord dans le projet d'un livre qui devrait sortir l'année prochaine, si tout se passe bien, aux éditions La Découverte, qui est rédigé avec 2 amis à moi, mais qui sont absents aujourd'hui, qui s'appellent Eugénie Rébillard, qui est professeur agrégé d'arabe, et Wissam El Haj, qui est un journaliste palestinien résidant en France. Et la deuxième chose, c'est que ce livre doit aussi beaucoup, donc il est là, il vous a parlé ce matin, à Jean-François Legrain, puisque ça a été un des premiers, je dirais, en France, un peu dans le champ académique, à parler de cette organisation politique. Et il nous a aussi un peu aidé disons, dans nos recherches et dans la démarche qui a accompagné ce livre à venir. Alors, parler de ce mouvement, donc le mouvement du djihad islamique en Palestine, le MJIP, c'est un peu difficile parce que c'est un parti qui semble à la fois connu et inconnu. Connu pourquoi? Parce que dans les médias, ou en tout cas dans les grands médias occidentaux, on entend souvent parler dans les journaux, à la télévision, sous l'angle exclusif, je dirais, de la violence politique. Lorsqu'on entend parler du mouvement du djihad islamique dans les médias, ça va être souvent pour relater, par exemple, dans la première moitié des années 2000, la politique d'attentat-suicide qu'il avait lancée. L'un des plus connus, c'est en 2003 au restaurant Maxime à Haïfa, où il y a une jeune palestinienne de 22 ans qui s'appelait Hani Jaladat, qui donc s'était fait sauter. Il y avait eu 22 morts israéliens, plusieurs dizaines de blessés. Il va être connu aussi dans les médias pour le grand nombre de roquettes qu'il a lancées, notamment à partir de la bande de Gaza sur Tel Aviv lors de la dernière guerre de 2012. Donc c'est un parti qui en général est associé dans l'imaginaire à la violence politique, au terrorisme, à l'utilisation exclusive des armes. C'est un parti qui fait peur aussi en vertu de son nom, c'est-à-dire Mouvement du djihad islamique en Palestine. Le mot djihad, effectivement, renvoie là aussi dans un certain imaginaire, dans un certain sens commun, tantôt aux attentats du 11 septembre, tantôt aux événements d'Algérie dans les années 1990, tantôt à l'assassinat du président Sadat en Égypte dans les années 80, c'est-à-dire on a un nom effectivement qui fait peur. Mais derrière, si je dirais, cette connaissance un peu de sens commun, il y a un parti qui est inconnu, c'est-à-dire personne, contrairement au Hamas, on a beaucoup de mal à situer idéologiquement, politiquement, le mouvement du djihad islamique en Palestine. Ce que je dis, ça vaut pas seulement pour les médias, ça vaut aussi pour le champ académique. Il n'y a pas de livre qui est écrit sur le sujet, a fortiori en français, mais il n'y a pas non plus de vrais livres écrits sur le sujet en anglais. Il y a une littérature arabophone qui existe sur le MJIP. Et on peut voir là un peu aussi les effets de mode, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, il y allait avoir beaucoup d'écrits à l'époque, naturellement sur la gauche palestinienne, sur le Fatah. Dans les années 90, 2000, on a beaucoup d'écrits, de bons écrits par ailleurs, sur le Hamas. Mais on s'aperçoit qu'il y a certains courants plus minoritaires qui sont ignorés et que c'est assez problématique parce que le champ politique palestinien, historiquement, est quand même un champ assez pluriel. C'est un parti qui semble inconnu et qui est difficile, je dirais, qui est difficile à comprendre, parce que son positionnement politique est assez inhabituel. C'est un parti qui semble opposé au Fatah, on l'a vu dans les années 2000, puisqu'il est très opposé à l'autorité nationale palestinienne et aux accords d'Oslo historiquement, mais c'est un parti qui s'est aussi opposé au Hamas, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il est islamiste que forcément il s'entend avec les autres islamistes. On verra, le mouvement du djihad islamique peut être conçu, peut être compris comme une espèce de scission finalement des frères musulmans et dans des rapports très ambivalents par rapport au Hamas depuis sa fondation dans les années 1980. Autre paradoxe de ce parti, quand on commence un peu à l'étudier de près, c'est que c'est un parti, je l'ai dit, qui utilise la violence politique, qui apparaît comme ultra-radical face à Israël, mais qui, sur la scène politique interne palestinienne, apparaît comme un parti modéré. Je m'explique. C'est le parti qui, actuellement, dans les années 2000, va se situer entre le Hamas et le Fatah, et qui est plutôt dans la logique de négociation entre ces deux organisations et de réconciliation, de ce qu'il appelle de réconciliation interpalestinienne. Et dans le champ politique palestinien interne, sur la scène politique palestinienne interne, le djihad islamique apparaît plutôt comme une organisation qui refuse la logique de guerre civile entre le Hamas et le Fatah. Donc là, on a un peu une sorte de paradoxe entre une image d'un côté un peu de diplomate dans le champ politique palestinien, et puis de l'autre côté, une image de mouvement ultra-radical face à Israël.
Donc, quel est l'intérêt finalement d'étudier le mouvement du djihad islamique en Palestine aujourd'hui? Donc, je l'ai dit, premièrement, c'est peut-être pluraliser l'histoire du mouvement national palestinien. Le mouvement national palestinien ne se réduit pas au Fatah et au Hamas. Il y a d'autres factions. On pourrait parler de la gauche palestinienne, qui elle-même est découpée en plusieurs courants. Mais les islamistes, eux aussi, sont pluriels et ne se réduisent pas au Hamas. Deuxièmement, ça permet aussi de retracer une autre histoire de l'islamisme en Palestine. Donc là aussi, l'islamisme politique palestinien ne se réduit pas au Hamas, ne se réduit pas non plus au courant salafiste djihadiste. On est, avec le mouvement du djihad islamique en Palestine, face à une organisation qui est différente des frères musulmans, mais qui n'est pas non plus salafiste et qui ne se reconnaît pas du tout, j'y reviendrai, dans la dynamique, par exemple, de l'islamisme transnationalisé à la Al-Qaïda. C'est aussi retracer une autre histoire du nationalisme palestinien. Pourquoi? Parce qu'on le verra, le mouvement du djihad islamique en Palestine, historiquement, a beaucoup de liens avec le Fatah de Yasser Arafat, notamment dans les années 1980. Une partie du Fatah a aidé et a participé à la construction du mouvement du djihad islamique en Palestine. Et à ce niveau-là, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que lorsque je dis on va retracer une autre histoire de l'islamisme en Palestine, avec le mouvement du djihad islamique, on va aussi retracer une autre histoire du nationalisme fathawi en Palestine. Et un peu tuer finalement ces images de dire que le Fatah aurait été un grand parti laïque. Dans les années 1980, et je l'expliquerai, il y a eu la tendance islamique du mouvement Fatah. C'est aussi, on le verra, retracer par exemple une autre histoire de la première intifada, puisque le mouvement du djihad islamique en Palestine, à l'époque, il ne portait pas encore ce nom, a été un des principaux acteurs des débuts de la première intifada, aux côtés, bien sûr, d'autres mouvements. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cet exposé, qui sera un peu aussi l'idée du futur livre, c'est ce qu'on a articulé autour de ce concept d'islamisme paradoxal. Islamisme paradoxal parce que lorsqu'on étudie ce courant, on se trouve face à un courant finalement qui n'est pas frère musulman, qui n'est pas salafiste. On a beaucoup de mal à le placer sur la scène politique palestinienne, mais aussi régionale. Il y a très peu de mouvements dans la région finalement qui lui ressemblent. C'est un parti qui est très nationaliste, qui met souvent le nationalisme au centre de sa pratique politique et au centre de son idéologie. Parfois on se demande même, est-ce qu'il n'est pas plus nationaliste finalement que islamiste. C'est un courant qui a beaucoup de liens avec l'Iran, pas seulement pour des questions financières et militaires, mais historiquement pour des questions idéologiques, j'expliquerai. Et là aussi on a un paradoxe, c'est un parti palestinien, donc d'une certaine manière sunnite, mais qui se reconnaît en partie dans la pensée politique chiite. Donc, pour commencer un peu sur la fondation et le développement du mouvement, alors d'abord, lorsqu'on parle du mouvement du djihad islamique en Palestine, il ne prend ce nom qu'en 1992, lorsque va se tenir son congrès fondateur. Mais il existe, bien sûr, avant. Avant, il existe sous la forme, je dirais plus, d'un réseau, sous la forme d'une mouvance, et une mouvance qui apparaît dès le milieu des années 1970, et qui va être issue surtout de jeunes Palestiniens originaires de la bande de Gaza qui font leurs études en Égypte et qui vont peu à peu se radicaliser politiquement et qui vont peu à peu scissionner des frères musulmans. Le djihad islamique donc naît, on va dire, autour des années 1974, 75, 76, autour de la figure d'un homme central dont je vais beaucoup parler, qui s'appelle Fathi Shikraqi, qui est donc un jeune étudiant en médecine à l'université de Az-Zaqazir en Égypte, qui réunit autour de lui un certain nombre d'autres jeunes étudiants. Ce qui n'est pas inintéressant de préciser, c'est que la majorité de ces jeunes étudiants ne sont pas des étudiants en religion. En réalité, il n'y en a qu'un qui est véritablement un étudiant en religion, qui s'appelle Abdelaziz Rouda, qui deviendra un des cheikhs importants du mouvement. Mais la majorité de ces jeunes étudiants islamistes à l'époque, c'est plutôt la figure un peu du jeune intellectuel qui va faire soit des études d'ingénieur, soit des études de médecine, soit des études de littérature, soit des études d'économie. L'actuel secrétaire général du djihad islamique, Ramadan Shalah, a fait des études d'économie en Égypte, puis après à Tampa, en Floride, aux États-Unis. Donc, on n'est pas face finalement à la figure d'un étudiant en études religieuses. C'est une caractéristique assez classique de pas mal de mouvements islamistes. Il y a une grosse littérature sur le sujet de dire finalement les mouvements islamistes ne recoupent pas forcément la figure de l'homme de religion, c'est-à-dire du cheikh ou du clerc. Elles peuvent recouper, au contraire, dans les années 70, 1980, une certaine, je dirais, un milieu étudiant qui ne relève pas de la figure finalement du clerc.
Alors, ces jeunes étudiants autour de Fatri Shikrakli, ils sont membres des Frères musulmans, ils sont membres des Frères musulmans palestiniens, mais ils vont commencer peu à peu à s'éloigner des Frères musulmans, au début pas sur des raisons d'ailleurs forcément politiques, hein, lorsqu'on interviewe ceux qui ont participé vraiment au premier moment de cette époque, au début ça va être un peu une critique culturelle. C'est-à-dire c'est des jeunes étudiants qui vivent en Égypte, et lorsqu'on regarde un peu les interviews de ces gens-là, ils disent, bon, bah, à l'époque, on allait au cinéma, etc. Les frères musulmans nous disaient, il ne faut pas aller au cinéma, on allait au théâtre, les frères musulmans nous disaient, il ne faut pas aller au théâtre. On commençait à lire Naguib Mahfouz, on nous disait, il ne faut pas lire Naguib Mahfouz. Fatri Shikrakli, donc le fondateur du monde djihad islamique, dit à 19 ans, j'ai traduit un article, j'ai écrit un petit article sur Lénine, et puis plus tard, on m'a critiqué pour cet article sur Lénine, etc. Donc c'est un peu une critique un peu culturelle, mais qui surtout va se transformer en critique politique très rapidement, face à une simple question finalement de ces jeunes étudiants, qui ne sont pas beaucoup à l'époque, hein, c'est 15, 20, 25 personnes, c'est un peu le noyau dur du mouvement, mais qui est une question simple qui est de dire, l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, est investie dans le mouvement national, elle est au cœur du mouvement national palestinien. Les frères musulmans, qui sont quand même une force importante dans les territoires palestiniens, sont complètement absents du mouvement national. Or, nous sommes issus des frères musulmans, nous sommes de jeunes islamistes, et nous ne comprenons pas pourquoi les frères musulmans, finalement, sont en dehors de cette lutte nationale depuis quelques années. Donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire des frères musulmans en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Je pense que Jean-François Legrain vous en a un peu parlé ce matin. Mais c'est vrai que dans les années 70, il y a une absence, finalement, des frères musulmans du cadre national et nationaliste. Donc cette critique va se développer. C'est une critique à l'époque, ces jeunes fondent un mouvement qui va s'appeler les avant-gardes islamiques, qui tourne autour d'une revue qui s'appelle Taléa, l'avant-garde. Ils sont toujours membres des frères musulmans, mais ils commencent déjà un peu à se détacher, à étoffer leur critique. Et le grand moment de basculement, ça va être naturellement la révolution iranienne. La révolution iranienne, pour eux, va être le signe d'une rupture profonde avec les frères musulmans. À l'époque, en 1979, Fatri Shikrakli écrit un petit opuscule qui s'appelle Khomeini al-Halal islami wal-Badil, Khomeini la solution islamique et l'alternative, qui va provoquer son exclusion des frères musulmans. Et pourquoi exclusion ? Parce que finalement, les frères musulmans reprochent deux choses principales à Fatri Shikrakli. La première chose, c'est qu'ils lui reprochent de devenir un peu trop proche de la philosophie chiite de l'ayatollah Khomeini, ce qui pour eux théologiquement est un problème. Mais surtout, ce qu'ils lui reprochent aussi, sans trop le dire, mais c'est le fond de l'affaire, c'est que Fatri Shikrakli, dans ce texte, définitivement dit, voilà, il y a des islamistes en Palestine qui sont sans nationalisme, et ça, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Il faut prendre exemple sur le mouvement islamiste iranien qui s'est affronté aux Américains, etc. C'est-à-dire, la critique des frères musulmans est totale, et les frères musulmans n'acceptent plus désormais cette critique. Pourquoi la révolution iranienne est-elle si importante ? La révolution iranienne, à l'époque, n'est pas importante que pour les islamistes ou que pour ces jeunes islamistes en rupture de banc avec les frères musulmans. La révolution iranienne, à l'époque, en 79, quand elle se produit, reçoit un soutien de l'ensemble des factions politiques palestiniennes. Il y a un voyage en avril 1979 de Yasser Arafat à Téhéran, avec les photos où Yasser Arafat prend dans les bras l'ayatollah Khomeini. Il est accompagné de 59 délégués de l'OLP. 59 délégués dans lesquels toutes les factions sont représentées, y compris la gauche radicale. Pourquoi la révolution iranienne fascine à l'époque ? C'est pas tant l'aspect islamiste de la révolution iranienne qui fascine, que l'aspect à l'époque un peu tiers-mondiste, on va dire, et les signes que Khomeini a adressés aux Palestiniens, notamment en fermant l'ambassade d'Israël à Téhéran et en ouvrant des bureaux de l'OLP. C'est-à-dire les Palestiniens perçoivent un peu la révolution iranienne comme un potentiel soutien dans la conjoncture de l'époque. Pourquoi les gens aussi commencent à regarder vers la révolution iranienne ? Il faut se souvenir que cette année 79, toute cette période 78, 79, 80, c'est une période qui est vécue déjà chez les Palestiniens et chez d'autres comme une période de défaite. Beaucoup de gens de gauche à l'époque commencent à s'interroger sur les échecs et sur la crise des idéaux socialistes. Hein. On est déjà un peu dans l'essoufflement du projet maoïste. Beaucoup de ces jeunes Palestiniens dans les années 70, par exemple, regardaient vers le Vietnam et la Chine. 79, je vous rappelle que c'est le conflit sino-vietnamien, donc tout cet idéalisme autour de ces États socialistes est un peu en train de s'écrouler. 79, c'est l'invasion soviétique de l'Afghanistan
qui va là aussi être un choc pour beaucoup de gens de gauche, parce que beaucoup de gens de gauche disaient, bon bah voilà, on était à gauche, on soutenait l'Union soviétique, et on était anti-impérialiste, et puis aujourd'hui on est en train de se dire que finalement l'Union soviétique a à peu près les mêmes pratiques que les Américains au Vietnam. Donc il y a toute une critique qui se développe, les gens se sentent un peu en sentiment d'échec, et ça vaut aussi pour l'échec des projets nationalistes arabes, c'est-à-dire on est aussi dans l'essoufflement total du bassisme irakien et syrien, avec une expérience déjà de régime autoritaire. Donc là aussi une déception. On est face à l'échec du projet nassérien. Il y a eu le passage de Sadat au pouvoir. C'est-à-dire il y a un peu, en 79, un sentiment, je dirais, de fin du monde qui fait que beaucoup de Palestiniens, autant islamistes que non islamistes, vont commencer à regarder vers la révolution iranienne. 1980, Fatri Shikrakli donc est expulsé n'est plus membre des Frères musulmans, il a toujours sa petite organisation des avant-gardes islamiques, et il va être expulsé d'Égypte vers la bande de Gaza par les autorités égyptiennes. Les autorités égyptiennes à l'époque lui reprochent d'avoir eu des contacts avec le groupe qui a assassiné le président Sadat. Les dirigeants du djihad islamique palestinien ont toujours nié ces accusations en disant que eux n'avaient strictement aucun lien avec les assassins du président Sadat. Mais à l'époque, il faut bien deviner que les critiques de ces jeunes Palestiniens, et notamment de Fatri Shikrakli, à l'encontre des Frères musulmans, c'était aussi des critiques par ailleurs à l'encontre du régime égyptien, en disant « regardez, le régime égyptien ne fait rien pour la Palestine, etc. » Donc il y a eu effectivement une politique des autorités égyptiennes d'expulsion d'un certain nombre de Palestiniens d'Égypte vers la bande de Gaza. En 1980, la pensée de Fatri Shikrakli et de ses compagnons, je dirais que c'est une pensée qui s'est étoffée. Il y a trois grandes références finalement. On pourrait dire la première référence, c'est effectivement cet islam politique révolutionnaire chiite, inspiré de l'ayatollah Khomeini, mais aussi d'un autre auteur qu'affectionnait beaucoup Fatri Shikrakli, qui s'appelle Ali Shariati. Ali Shariati était le traducteur en persan des œuvres de Frantz Fanon. On a souvent dit de Ali Shariati que c'était un peu plus le théoricien d'une espèce d'islam progressiste, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la personnalité de Ali Shariati, mais Ali Shariati n'est pas un homme de religion et était très critique vis-à-vis des appareils religieux iraniens. Donc ça, c'est un peu la première source, on va dire, la pensée chiite issue d'Iran, très importante pour Fatri Shikrakli, qui est sunnite, hein, c'est important à dire, parce que ça va vraiment être un trait du djihad islamique jusqu'à aujourd'hui, cette espèce de syncrétisme idéologique entre la pensée chiite et la pensée sunnite, qui apparaît exceptionnel aujourd'hui dans le contexte de polarisation communautaire entre sunnites et chiites que vous connaissez. La deuxième source idéologique, c'est les Frères musulmans, mais ce n'est pas les Frères musulmans en tant qu'organisation, c'est la pensée originelle des Frères musulmans. Finalement, Fatri Shikrakli dit « Nous, le djihad islamique, nous, les avant-gardes islamiques, nous représentons le véritable message de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, de Saïd Qutb, le père de l'islam radical. » Et finalement, les Frères musulmans auraient un peu trahi ce message originel. Donc, ils se revendiquent quand même de la pensée des Frères, mais disent finalement « Les Frères ont trahi le message originel de l'islam politique. » Troisième référence centrale dans leur texte, ce n'est pas une figure idéologique, et ça c'est très important, c'est la figure du cheikh Izzeddin el-Qassam. Izzeddin el-Qassam est mort en 1936. C'était un cheikh d'origine syrienne d'ailleurs, qui venait d'une province non loin de Latakié, et qui avait fondé un mouvement islamique combattant en Palestine, et qui s'est fait tuer lors d'un accrochage armé avec l'armée britannique en 1936. Pourquoi je dis que cette référence est très importante ? Parce que l'utilisation de la violence politique, ce que j'appelle moi un peu la mystique de la lutte armée, est très importante, y compris au niveau idéologique, hein, dans la pensée du djihad islamique jusqu'à aujourd'hui. Alors à l'époque, les revues et les écrits se multiplient. Hein. Il y a une revue centrale, El Muhtar al-Islami, qui est publiée dans la bande de Gaza et qui commence à être publiée, y compris en Cisjordanie. En Cisjordanie, il va y avoir des contacts qui vont être noués avec un cheikh qui a été expulsé de Cisjordanie, qui vient en Jordanie, qui s'appelle le cheikh Tamimi, qui va être un des fondateurs aussi de ce djihad islamique. Donc le mouvement commence un peu à grandir, mais il manque quelque chose à ce mouvement. C'est un mouvement qui parle beaucoup de violence politique, mais qui n'a pas d'activistes armés. Comme je l'ai dit, c'est quand même à l'origine des intellectuels qui sont étudiants en médecine, en économie, en littérature, et qui, contrairement aux organisations de l'OLP comme le Fatah ou le Front populaire de libération de la Palestine, n'ont strictement aucune expérience militaire quelle qu'elle soit. Et là, va y avoir un tournant important pour eux. Ça va être le tournant des prisons, parce qu'avec tous ces écrits, etc., les autorités israéliennes commencent à arrêter ces jeunes du djihad islamique.
Et en prison, ces jeunes vont commencer à rencontrer d'autres activistes, des activistes pour certains venus de la gauche, notamment du Front populaire pour la libération de la Palestine. Il y a un militant qui s'appelle Abdelaziz Minawi, par exemple, qui est un des dirigeants du djihad islamique aujourd'hui, qui est un ancien de la gauche palestinienne, qui a rencontré le djihad en prison. Ils vont rencontrer aussi d'autres anciens d'une autre organisation qui s'appelle les Forces populaires de libération. Les Forces populaires de libération étaient une organisation militaire plutôt d'inspiration nassérienne dans les années 60 et 70, qui ont beaucoup de prisonniers à Gaza, en Cisjordanie, etc. Et donc ces jeunes en prison vont commencer à nouer un dialogue un peu avec ces anciens activistes de la lutte armée. Ces activistes de la lutte armée viennent de la gauche ou du mouvement nationaliste, mais sont aussi un peu fascinés par la révolution iranienne, se posent des questions sur l'islam, sur le rôle de la révolution iranienne dans la région, etc. Et ça va créer un dialogue et ça va créer finalement une espèce de mouvance, un espèce de réseau où cette fois il n'y a plus seulement, je dirais, cette figure de l'intellectuel ou de l'intellectuel militant, mais où va un peu se surajouter cette figure finalement du combattant. Et là va surgir un deuxième événement central, c'est la naissance d'un courant islamique dans le Fatah. Et ça va être un événement assez important dans l'histoire du djihad islamique ou du futur du djihad islamique. Pourquoi cette histoire est aussi importante? Parce que, comme je l'ai dit, elle permet peut-être de faire une contre-histoire du Fatah, qui n'est pas un mouvement, contrairement à ce qu'on raconte souvent, un mouvement purement laïque. C'est un mouvement qui a eu un programme par ailleurs non confessionnel, c'est vrai, mais qui a, dans les années 80, eu un courant islamique fort, courant islamique qui était en partie soutenu par le numéro 2 du Fatah et de l'OLP, qui était Abu Jihad. Ce mouvement, donc, ce courant islamique de Fatah s'appelle les brigades du djihad islamique. En Saraya al-Jihad al-Islami en arabe, qui va donner la Saja, donc c'est un courant qu'on appelle en général la Saja. C'est un mouvement qui vient lui aussi, qui a vécu une évolution, la Saja, qui vient de la gauche du Fatah. C'est-à-dire la Saja vient d'une brigade qui était au Liban et plus particulièrement au sud Liban. Une brigade qui a beaucoup combattu les Israéliens dans les années 1975, 1978, également en 1982 lors de l'invasion israélienne du sud Liban. Une brigade qui est dirigée par un intellectuel du Fatah, un intellectuel qui s'appelle Mounir Shafik. Mounir Shafik est un ancien communiste. C'est un théoricien aussi très inspiré dans les années 70 par le maoïsme et qui va théoriser lui aussi le passage à l'islam politique. Et cette brigade est également dirigée par 3 grands dirigeants militaires du Fatah qui s'appellent Hamdi, Abu Hassan et Merwan al-Kayali. Ils seront assassinés en 1988 à Limassol, à Chypre, par les services israéliens. Et ce courant, donc cette brigade du Fatah, qu'on appelle au début la brigade étudiante, elle aussi, elle va vivre une évolution. Au début, elle est plutôt d'orientation maoïsante. Elle représente une bonne partie de la gauche du Fatah. Mais après 1979, elle va se retrouver, elle aussi, fascinée par la révolution iranienne, encore une fois. Et surtout, pour eux, le grand tournant, ça va être 1982, ça va être le rapatriement des Palestiniens de Beyrouth et leur départ donc vers Tunis et aussi également vers le Yémen. L'évolution de ce courant de Fatah, elle est alliée avec ces 2 dates, 1979-1982, parce que pour eux, ça va être un tournant politique, stratégique et militaire. 1979, ils vont théoriser, ils vont dire, voilà, l'histoire de la gauche dans la région est terminée, il faut passer au mouvement islamique. C'est la première chose. 1982, retrait palestinien de Beyrouth, la lutte armée désormais doit être rapatriée dans les territoires occupés et non plus être à l'extérieur des territoires occupés. Ça va être les 2 grandes théorisations qui vont être liées. Premièrement, passage à l'islam politique. Deuxièmement, rapatriement de la violence politique dans les territoires et non plus au Liban, en Jordanie, où est-ce qu'on veut. C'est-à-dire rapatriement de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, ce courant islamique de Fatah va se développer, va mener des actions armées, va commencer à dialoguer avec le courant de Fathi Shikrakri, donc le courant de Fathi Shikrakri qui est dans les prisons, mais qui est également en dehors des prisons. Va y avoir des échanges de lettres entre prisonniers, de lettres, certaines paraissent dans la presse, où toute cette mouvance, les gens du courant islamique de Fatah, les gens de Fathi Shikrakri commencent à discuter entre eux de comment faire naître un mouvement islamique en Palestine, comment lancer les racines d'un nouveau mouvement national, politique, islamisé en Palestine. Il va y avoir toute une réflexion dans ces années 1982, 83, 84, une réflexion qui va être accompagnée aussi des premières actions armées de cette mouvance islamique, de cette mouvance djihadiste,
les années 1982, 1983 jusqu'à 86 sont marquées d'un grand nombre d'opérations armées avec des signatures différentes, mais toutes se réclamant de cette mouvance djihadiste. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces opérations, mais ce qu'il faut retenir, donc voilà, c'est que ce qui naît un peu comme courant qui va donner naissance au mouvement du djihad islamique en Palestine, c'est pas le fruit d'un seul courant idéologique ou politique, c'est le fruit un peu d'une rencontre, on va dire. Une rencontre entre ces jeunes étudiants qui ont rompu avec les frères musulmans et qui viennent d'Égypte, avec ces gens de Fatah qui finalement s'islamisent, et puis ces gens dans les prisons qui viennent un peu de la gauche et du mouvement nationaliste, qui eux aussi sont dans une démarche d'islamisation. Ce développement du djihad aussi, à l'époque, du futur mouvement du djihad islamique en Palestine, c'est aussi un développement qui est en tension permanente avec les frères musulmans. Il y a à l'époque, à l'université islamique de Gaza, 1982, 1983, 1984, des affrontements, pas des affrontements avec des armes à feu, mais des affrontements avec des bâtons, des affrontements d'étudiants, quoi, sur les campus universitaires, entre les frères musulmans et entre cette mouvance autour de Fathi Shikrakli, avec toujours le même reproche finalement du mouvement de Fathi Shikrakli à l'encontre des frères, de dire vous les frères musulmans, vous avez des services sociaux, vous faites beaucoup au niveau des services sociaux, etc. Mais vous êtes tout à fait absents de la lutte nationaliste. Et nous travaillons. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens de Fatah qui s'islamisent, qui sont plus actifs que vous sur cette question. Toute cette atmosphère, finalement, je dirais quasi insurrectionnelle, parce que la démarche de ce mouvement, c'est aussi de participer à des manifestations. Ça ne se limite pas seulement à des actions armées. Toute cette ambiance insurrectionnelle participe, ça n'explique pas naturellement, mais elle participe de fait de ce qui va donner naissance à la première intifada de décembre 1987. Souvent, on présente la première intifada de décembre 1987 comme un espèce de truc qui serait descendu du ciel d'un seul coup avec une espèce de soulèvement spontané des masses palestiniennes. Il y a eu, dans les années qui ont précédé le soulèvement palestinien de 87, une ambiance insurrectionnelle réelle qui s'était traduite donc par des actes de violence politique, mais aussi à l'époque par des grèves du travail, par des manifestations sur les campus étudiants, dans lesquelles était très présent cette mouvance donc djihadiste. L'existence de cette mouvance djihadiste, elle va aussi avoir finalement une certaine impact sur les frères musulmans, parce que les frères musulmans, tout au long des années 1980, certes, ils n'aiment pas ce courant qui se nomme lui-même le courant islamique révolutionnaire. Ils ne l'aiment pas, mais ils ont bien conscience que c'est un courant qui, en même temps, est à même de parler à un certain nombre de jeunes qui ne se retrouvent plus dans la politique des frères musulmans. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, après ça se discute, que la naissance du djihad islamique a participé d'une certaine manière à la naissance de Hamas, parce que la naissance de Hamas est aussi due d'une certaine manière à la naissance d'un courant islamique qui lui échappait et dont les dirigeants des frères musulmans à l'époque ont dû prendre d'une certaine manière, ont dû comprendre finalement le tournant qui était en train de se jouer dans les territoires occupés. À partir de là, on va passer vers une structuration plus forte du mouvement. Lors de la première intifada, le mouvement est très actif lors de la première intifada, mais il est très actif lors de la première période de la première intifada, surtout pendant l'année 1987. C'est une période un peu compliquée, la première intifada pour le djihad islamique, parce qu'il a participé d'une certaine manière à l'ambiance insurrectionnelle qui a donné naissance à la première intifada, mais en même temps, la première intifada, elle est populaire. Et la première intifada, elle est traduite par des manifestations, par des grèves du travail, par la construction également d'une économie alternative, etc. C'est-à-dire, et là, le djihad islamique est un peu perdu. Il a participé à la construction de cette première intifada, mais le djihad islamique se conçoit sous la forme d'une avant-garde et d'une avant-garde armée. Et il n'a pas, contrairement aux forces de l'OLP et contrairement aux frères musulmans, de véritables syndicats, il n'a pas d'association de paysans, c'est-à-dire il n'a pas cette base de masse qu'ont les autres formations. Et finalement, ces années de la première intifada, c'est des années, je dirais, qui sont un peu paradoxales. On a participé à la création, enfin à ce qui va donner naissance à cette première intifada, mais en même temps, maintenant que cette première intifada est populaire, on est un peu perdu dedans parce qu'on n'a pas les forces vives, notamment les forces vives, je dirais, syndicales, associatives, finalement, pour la porter. Et le djihad islamique se retrouve d'une certaine manière un peu dépassé pendant cette période par la création de Hamas, parce que maintenant Hamas a décidé de rentrer dans la première intifada, de devenir un parti politique. Et Hamas, lui,
peut s'appuyer sur toutes les associations de charité et sur le véritable tissu social des frères musulmans qui l'a précédé quand même pendant 30 ans. Le djihad islamique est aussi dépassé par l'OLP, parce que les forces de l'OLP, elles aussi, en Palestine, c'est pas seulement des anciens activistes de la lutte armée, etc. C'est des militants, là aussi, syndicaux, associatifs, des gens très impliqués dans la société civile, c'est-à-dire qui peuvent parfaitement rentrer comme des poissons dans l'eau, dans un mouvement populaire, ce que peut difficilement faire le djihad islamique. La première intifada va aller sur sa fin. On va se diriger maintenant vers la deuxième grande période du djihad islamique, c'est-à-dire les années 1990. Les années 1990 donc, vont être marquées donc, dès 1991 par la conférence de Madrid qui, pour la première fois, va réunir des délégués israéliens et palestiniens. Puis en 1993 par les accords d'Oslo et par les accords intérimaires de paix entre l'OLP et Israël. Bon, ça, j'ai pas le temps de... C'est une histoire, je pense, que vous connaissez. Et entre ces deux années, entre 1991 et 1993, il y a donc la fondation officielle du mouvement en 1992, le congrès fondateur du mouvement en 1992, congrès qui se tient sur une année. Alors quand on parle du congrès d'un parti politique palestinien, ça vaut pour tous les partis politiques palestiniens. Un congrès d'un parti politique palestinien, c'est pas quelque chose comme en France qui se tient pendant 3 jours à la Mutualité ou au palais des congrès, où il y a des délégués qui votent pour élire une direction et tout le monde applaudit au bout des 3 jours de conférence. Non, un congrès se tient sur une année dans des conditions difficiles, dans des conditions... parce qu'il y a aussi les questions de clandestinité. Il y a les questions pour les Palestiniens simplement de la dispersion géographique, c'est-à-dire... Il faut se représenter ce que c'est qu'organiser un congrès politique d'un parti palestinien quand on doit organiser un congrès avec des gens qui sont au Liban, en Syrie, en Jordanie, dans les territoires occupés, et certains en Europe, en Angleterre et aux États-Unis, et que tous ces gens n'ont pas le droit de circuler entre ces différents territoires, et que malgré tout, il faut tenir un congrès. Donc c'est pour ça que la tenue d'un congrès, en général, là, c'est un congrès qui s'est tenu à peu près pendant une année et qui va accoucher donc d'un nom. Le nom, c'est le mouvement du djihad islamique en Palestine. Et qui va accoucher de statuts, naturellement, et d'un texte fondateur en 12 articles, texte fondateur qui résume un peu la pensée de son fondateur, Fatri Shekrakri, et qui résume déjà un peu les ambiguïtés et les côtés paradoxaux et les complexités de ce mouvement. Pourquoi ? Parce que on est face à un mouvement islamiste, donc qui a choisi le nom de mouvement du djihad islamique en Palestine. On est face à un mouvement islamiste, mais qui, dans les buts de son mouvement et dans ses 3 premiers articles, ne parle pas d'État islamique, il parle d'un hukm islami, c'est-à-dire d'une souveraineté islamique en Palestine, mais la question de la souveraineté islamique en Palestine est reléguée complètement au second plan, c'est-à-dire les 3 premiers articles sur les objectifs du mouvement sont centrés sur la libération de la Palestine. Il faut libérer la Palestine, il faut libérer la Palestine, il faut libérer la Palestine. Donc on est face à un mouvement islamiste qui parle très peu d'État islamique. On a l'impression que c'est pratiquement une question secondaire pour lui, qui parle également très peu d'État tout court, c'est-à-dire le programme du djihad islamique reste centré sur cette question de la libération, mais quand on lit le programme, on se dit qu'est-ce qu'ils veulent par exemple en matière de type de société, d'économie, d'institutions, de constitution. Tous ces aspects sont complètement ignorés parce que là aussi, c'est un peu le fond de ce que je dirais, la question nationale et nationaliste dans l'histoire de ce parti est toujours remise au centre. C'est un texte qui apparaît comme plus inspiré de la charte de l'OLP de 1968 que, par exemple, de la charte de Hamas de 1988. C'est un texte, alors par exemple, il partage un peu avec le Hamas cette idée que Israël doit être purement et simplement supprimé, qu'aucune légitimité ne peut lui être reconnue. D'ailleurs, le nom d'Israël dans le programme n'est jamais prononcé, on parle de Kiyan Soyouni, d'entité sioniste. Mais en même temps, contrairement à la charte de Hamas, il y a un vocabulaire qui est très peu religieux. Il ne parle jamais, par exemple, des Juifs. Il n'y a pas les références à ce qu'on trouvait dans la première charte de Hamas, c'est-à-dire au protocole des sages de Sion, c'est-à-dire aux pamphlets antisémites et compagnie. On n'est pas vraiment dans un vocabulaire religieux, et quand on lit ce texte, on a plus l'impression d'être un peu face à un espèce d'héritage de la charte de l'OLP de 1968, c'est-à-dire avec un refus du fait
fait national israélien, et avec finalement un corpus idéologique très peu précisé, très flou, et une centralité finalement de cette question nationale, où on s'aperçoit, ou si on veut dire qu'est-ce que c'est que le programme du djihad islamique, le programme du djihad islamique, c'est de libérer toute la Palestine de la mer au Jourdain, sans trop savoir non plus vers quel type d'État on s'acheminerait. Ces années 1990, elles sont également complexes il va devoir, le djihad islamique va assumer une nouvelle complexité sur un autre point, c'est que dans les années 1980, il était très opposé aux frères musulmans, je l'ai dit, mais désormais il se retrouve dans le même camp du Hamas sur la critique des accords d'Oslo, sur le refus de la mise en place de l'autorité nationale palestinienne, et ça va provoquer un problème pour le djihad islamique, c'est que désormais son ennemi principal, en dehors d'Israël, va devenir beaucoup plus le Fatah et l'autorité nationale palestinienne. C'est-à-dire, autrefois, il était véritablement opposé aux frères. Maintenant, ceux avec lesquels il va le plus s'affronter, ça va être beaucoup plus le Fatah et l'autorité nationale palestinienne. Il va rentrer donc dans ces années 1990 dans une nouvelle dynamique d'alliance, donc il va être très allié avec le Hamas, mais il va être également allié désormais avec d'autres partis politiques. Alors il va y avoir à cette époque, 1991, 1993, toute une série de conférences interpalestiniennes opposées aux accords d'Oslo, qui vont réunir des courants idéologiquement très différents. En 1993, par exemple, le mouvement du djihad islamique en Palestine va faire partie des fondateurs de ce qu'on appelle l'Alliance des 10. L'Alliance des 10, c'est une alliance entre le mouvement du djihad islamique, le Hamas, le Front populaire pour la libération de la Palestine, le Front démocratique et d'autres organisations, notamment pro-syriennes, donc qui n'ont pas de couleur idéologique précise, qui vont de la gauche aux islamistes, mais qui a un seul point commun, c'est le refus des accords intérimaires d'Oslo. Ces années 1990 vont être également une période pour lui d'extension régionale, parce que maintenant c'est un parti politique, donc il est plus structuré. Il va développer des alliances politiques avec deux régimes bien précis, qui vont être le régime syrien et le régime iranien. Il va également développer sa coopération avec un mouvement qui est pour lui une référence jusqu'à aujourd'hui, qui est le Hezbollah libanais. Il va mener d'ailleurs des opérations militaires au sud Liban en commun avec le Hezbollah libanais entre 1991 et 1995. Après 1995, il n'y a plus d'opérations militaires communes entre Palestiniens et Hezbollah, c'est quelque chose de terminé. Il va également discuter beaucoup avec le Hezbollah, tout comme d'autres partis politiques palestiniens, pour une raison majeure qui est que les Israéliens ont commis, alors peut-être qu'ils ont voulu commettre ce qu'on pourrait considérer comme une erreur, mais en 1992, les Israéliens expulsent au sud Liban plus de 400 dirigeants islamistes du Hamas et du djihad islamique. Quelle va en être la conséquence? C'est que ces dirigeants du Hamas et du djihad islamique expulsés au sud du Liban, c'est plutôt une aubaine qu'une punition, puisque désormais, ces dirigeants, qui pour certains ne pouvaient pas sortir de la bande de Gaza, qui pour certains ne pouvaient pas sortir de Palestine, sont en mesure désormais de discuter avec le Hezbollah, de recevoir des délégations iraniennes là où ils sont basés au sud du Liban, donc d'étendre finalement leur degré d'alliance régionale, de pouvoir mieux discuter avec d'autres organisations avec lesquelles avant ils ne pouvaient pas discuter directement. Donc quand je dis c'est difficile d'interpréter ce que les Israéliens ont fait. Est-ce qu'il s'agissait d'une erreur de la part des Israéliens, ou est-ce que les Israéliens ont fait ça d'une certaine manière pour affaiblir Yasser Arafat en se disant on va un peu renforcer les factions islamiques au détriment des forces de l'OLP? Bon, il y a les deux interprétations qui sont en concurrence. Deuxième chose, c'est que cette période des années 90, ça va être aussi une période de radicalisation armée du mouvement, puisque va y avoir le passage à la politique des attentats suicides. Les attentats suicides n'existent pas vraiment avant. Et là, sur la question de la mise en place des attentats suicides, autant par le Hamas que par le mouvement du djihad islamique en Palestine, là aussi, il y a plusieurs interprétations. Parce que il y a un fait, c'est que le choix de faire des attentats suicides en Israël, c'est-à-dire de prendre des militants qui vont mettre une ceinture de bombes sur eux et se faire exploser dans une foule, cet acte commence avec la mise en place de l'autorité nationale palestinienne. Les attentats suicides commencent en 1994 et prennent leur pic en 1996. Alors, l'une des interprétations de ça, il y a eu l'interprétation israélienne, naturellement, de dire, vous voyez, si les attentats suicides naissent, c'est parce que l'autorité nationale palestinienne s'est installée dans les territoires occupés, donc c'est Yasser Arafat qui est responsable de cette radicalisation armée des Palestiniens. L'autre thèse,
c'est que si les attentats suicides naissent à l'époque, c'est aussi que le maillage sécuritaire des territoires occupés est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que désormais, la politique sécuritaire dans les territoires occupés n'est plus seulement celle des Israéliens, elle est aussi celle de l'autorité nationale palestinienne. C'est aussi une interprétation, mais il faut s'interroger sur cette concomitance dans le temps entre mise en place de l'autorité nationale palestinienne et naissance, effectivement, de cette radicalisation armée et de cette politique d'attentat-suicide qui va durer très longtemps, puisqu'elle va durer jusqu'au milieu à peu près des années 2000. Pendant cette période, le djihad islamique va affronter quelques problèmes, puisque Yasser Arafat est quand même quelqu'un d'assez malin, et c'est un bon tacticien. Et Yasser Arafat connaît son histoire, et Yasser Arafat sait que le djihad islamique, même s'il est opposé aux accords d'Oslo, et même s'il est opposé à l'autorité nationale palestinienne, le djihad islamique doit beaucoup au Fatah. Et pendant ces années 90, Yasser Arafat va orchestrer toute une série de scissions politiques avec le mouvement. Il va s'allier le cheikh Tamimi, par exemple, qui était un des premiers fondateurs du mouvement en Cisjordanie. Il va s'allier un autre cheikh, qui est le cheikh Abdelaziz Rouda, qui est quand même un des fondateurs principaux à partir du noyau égyptien du mouvement. Le cheikh Abdelaziz Rouda va être autorisé de revenir dans les territoires palestiniens par les Israéliens et par les services égyptiens via le biais de négociations avec l'autorité nationale palestinienne. Il va orchestrer d'autres divisions du djihad islamique avec d'autres dirigeants moins connus, oubliés, comme Ibrahim Serbel, par exemple. Mais là, on s'aperçoit un peu du génie à l'époque tactique de Arafat, parce que Arafat, pour mémoire, a fait la même chose avec la gauche. Lorsque la majorité des formations de gauche refusent les accords d'Oslo, à l'époque, Arafat a su orchestrer aussi certaines scissions, notamment celle, par exemple, de Yasser Arafat du Front démocratique pour la libération de la Palestine. C'est-à-dire, Yasser Arafat est toujours quelqu'un qui était certes le chef de Fatah, mais en tant que responsable de l'OLP, il a toujours eu des billes, je veux dire, dans les autres mouvements politiques, et il savait qu'il avait des billes, y compris dans le djihad islamique, parce que, comme je l'ai dit, le Fatah a eu un certain rôle dans la naissance du djihad islamique. Ceci dit, ces départs, ces processus de scission, on pourrait dire, ils participent aussi d'un processus de clarification politique pour ce parti. Ce parti n'est désormais plus une mouvance, c'est-à-dire il n'admet plus fondamentalement de différence. Je veux dire, avant c'était une mouvance, donc on pouvait dire tel cheikh prend telle position et peut être plus proche du Fatah, tel autre intellectuel du parti va être plus proche de telle autre tendance, etc. Désormais c'est un parti politique avec une ligne politique, avec des statuts, avec un programme, et finalement ces scissions, ces départs participent finalement de la constitution du mouvement. Dans la seconde moitié des années 1990, le djihad islamique va être une cible de plus en plus forte pour les Israéliens, tout comme le Hamas. En octobre 1995, il s'agit d'un tournant pour le mouvement puisque son principal fondateur, Fatri Shikrakli, est assassiné à Malte. Donc en octobre 1995, il revenait d'une conférence en Libye où il avait été invité par Muammar al-Kadhafi. Alors sur ce point, souvent les dirigeants du djihad islamique aujourd'hui disent qu'il y a eu que Muammar al-Kadhafi aurait vendu Fatri Shikrakli aux Israéliens parce que les Israéliens n'auraient pas eu le moyen de savoir qu'il était en Libye et qu'il revenait de Libye. Bon, je ne sais pas, mais Muammar al-Kadhafi de toute façon a souvent été accusé par tout le monde de choses assez complexes parce que lui-même changeait assez souvent d'avis dans ses alliances et dans ses politiques sécuritaires. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout impossible. Donc il y a une politique finalement de répression avec aussi le commencement de ce que les Israéliens appellent la politique des assassinats ciblés, pas seulement contre le djihad islamique, mais aussi contre le Hamas, puisque en 1996, ça va être un des principaux dirigeants militaires du Hamas, Yahya Ayash, qui va être également assassiné à Gaza. La politique sécuritaire israélienne, il faut le dire, fonctionne. C'est-à-dire, dans les années 96-2000, finalement, le nombre d'attentats suicides et le nombre d'actions armées du djihad islamique baisse significativement, tout comme celle du Hamas. Ça fonctionne aussi parce que on l'ignore un peu ou on veut l'ignorer, mais la politique de coopération sécuritaire entre l'autorité nationale palestinienne et Israël fonctionnait aussi. Il y a énormément de dirigeants du Hamas et du mouvement du djihad islamique à l'époque qui sont arrêtés par l'autorité nationale palestinienne, qui sont en prison. Il y a beaucoup de rapports sur la question à l'époque, aussi des rapports des droits de l'homme, puisque dans les prisons de l'autorité nationale palestinienne, il y a eu des cas de torture, etc. Il y a eu des documents sur ça dans la seconde moitié des années 1990. Mais finalement, cette politique de coopération sécuritaire israélo-palestinienne fonctionnait, c'est-à-dire les négociations entre Israéliens et Palestiniens ne fonctionnent plus du tout à partir de 1996.
1996. On peut dire qu'elles sont déjà terminées. Il y a l'arrivée du Likoud au pouvoir. Toutes les tentatives d'accord vont échouer. Mais la politique de coopération sécuritaire fonctionne et finalement réussit à toucher le Hamas et le djihad islamique. On s'achemine peu à peu vers les années 2000, donc pour la partie la plus contemporaine, qui constitue la troisième période un peu historique du mouvement. Donc, période des années 2000 qui est marquée par l'éclatement de la seconde intifada en septembre 2000. Et cette période, finalement, de la seconde intifada, pour le mouvement du djihad islamique en Palestine, ce n'est pas une période de rupture, mais c'est une période, à beaucoup d'égards, je dirais, de continuité. Continuité pourquoi ? Continuité dans cette idée qu'il y a une centralité de la violence politique. Le djihad islamique dans les années 2000, et donc on revient à ce que j'ai dit en introduction, le mouvement du djihad islamique est connu pourquoi dans les années 2000 ? Il est connu pour son grand nombre à l'époque d'attaques suicides, mais également d'actions armées contre les soldats israéliens et les colons dans les territoires, pour les envois de roquettes. Sur ça, il y a une continuité totale. Dans la première moitié des années 2000, le mouvement du djihad islamique en Palestine va lancer un certain nombre d'actions armées traduites sous différents jours, mais plus sous le jour des attentats suicides en Israël. Dans la seconde moitié des années 2000, la politique des attentats suicides va plus ou moins disparaître ou s'amenuiser. Bon, là aussi, il y aurait toute une raison à dire pourquoi il y a moins d'attentats suicides dans les années 2000. L'une des raisons, de fait, c'est que le mur de séparation, qu'on appelle aussi le mur d'annexion israélien, ça a fonctionné d'un point de vue sécuritaire. Les passages entre la Cisjordanie et Israël deviennent beaucoup plus difficiles, donc la politique d'attentats suicides en Israël devient beaucoup plus difficile. De ce point de vue-là, le pari israélien a relativement bien fonctionné. Et puis, il y a aussi le fait que ces mouvements, pas seulement le mouvement du djihad islamique en Palestine, mais aussi le Hamas et d'autres mouvements, va y avoir un nouveau modèle pour eux, qui va être le modèle du Hezbollah, qui va être le modèle de la guerre de 2006, qui va être le modèle d'une nouvelle guerre asymétrique, c'est-à-dire d'une guerre asymétrique qui dit on lance autant de roquettes que les Israéliens vont nous lancer de missiles, et même si elles font beaucoup moins de victimes, elles ont un impact psychologique très fort sur la population israélienne. Le rôle de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël a eu un certain impact aussi sur les mouvements palestiniens et sur leur stratégie militaire. Continuité du djihad islamique dans les années 2000 sur un autre point, c'est la centralité de ce concept d'unité nationale, donc qui était central chez lui déjà auparavant, et de non-alignement stratégique sur le Hamas et sur le Fatah. Donc j'ai dit, dans les années 1980, le mouvement du djihad islamique avait des problèmes avec les frères musulmans, avec le Hamas. Dans les années 90, il avait des problèmes avec le Fatah. Néanmoins, il n'a jamais pris totalement parti pour l'un ou pour l'autre. Et dans les années 2000, c'est lui qui va théoriser donc un peu cette ligne d'unité nationale et de réconciliation interpalestinienne, de négociation pour la réforme de l'OLP, de négociation en 2007 entre le Hamas et le Fatah au moment où donc, il y a des combats de rue à Gaza entre les deux mouvements, où il y a une espèce de guerre civile interpalestinienne qui ne dit pas son nom. Lors de cette guerre civile interpalestinienne de 2007, le djihad islamique refuse de prendre parti pour le Hamas ou pour le Fatah. Il va jouer aux côtés du Front populaire pour la libération de la Palestine, donc qui est un parti de gauche, le rôle un peu, comme le disaient les Palestiniens de Gaza à l'époque, de Croix-Rouge, c'est-à-dire de dire, lorsque les deux factions s'affrontent dans la rue, nous on va au milieu et on essaye d'arrêter les tirs de part et d'autre. Donc une fonction, pour un mouvement ultra-radical, une fonction au niveau de la scène politique palestinienne, une fonction, je dirais, quasi diplomatique. Unité nationale qui se joue aussi dans la lutte armée, ce qui montre que par ailleurs unité nationale n'est pas contradictoire avec le concept de radicalisme, puisque le djihad islamique va mener un grand nombre d'opérations armées en collaboration avec d'autres mouvements palestiniens. Et là, ce qui est intéressant de souligner, si on reprend la première moitié des années 2000, le plus grand nombre d'opérations que le mouvement du djihad islamique en Palestine a revendiqué avec une autre organisation, c'est avec le Fatah. C'est avec les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et ce n'est pas avec le Hamas. Le Hamas vient loin derrière. Le mouvement du djihad islamique en Palestine a même mené plus d'actions avec la gauche palestinienne, avec le Front populaire pour la libération de la Palestine, qu'avec le Hamas. C'est pas inintéressant à dire, puisque ça nous fait remonter justement à ce que je dis un peu à cette origine nationaliste, fathawi, à tous ces liens dans les années 1980 que le djihad islamique avait créé à l'époque avec le mouvement de Yasser Arafat. Le symbole de ça va être ce qu'on appelle la bataille de Jénine en avril 2002, puisque lors de la bataille de Jénine,
Si vous en souvenez, il y avait eu des combats extrêmement violents entre les troupes israéliennes qui étaient entrées dans le camp de réfugiés et les militants palestiniens. Et à l'époque, l'un des mouvements les plus impliqués dans cette bataille, les deux mouvements les plus impliqués dans cette bataille, étaient en l'occurrence le djihad islamique et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, donc qui sont les brigades de Fatah. Ces brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont une certaine sympathie, c'est-à-dire que ces militants armés du Fatah ont une certaine sympathie pour le djihad islamique, pour une autre raison, c'est que certains viennent du courant islamique de Fatah dans les années 1980. Par exemple, deux dirigeants de la bataille d'avril 2002, qui s'appelaient Merwan el-Zarloum et Jihad el-Amarain, étaient des fondateurs des brigades islamiques du Fatah dans les années 1980, qui sont toujours membres du Fatah dans les années 2000, mais qui sont très sympathisants des idées du mouvement djihad islamique, qui appartiennent encore un peu dans l'idée à cette mouvance djihadiste, bien qu'ils soient dans le Fatah. Continuité sur un autre point également. C'est bien sûr une défiance continue vis-à-vis de l'autorité nationale palestinienne. Alors, c'est là où on voit que le djihad islamique ne mélange pas complètement le Fatah et l'autorité palestinienne. Parce que je dis, sur le plan de la lutte armée, il a des collaborations avec le Fatah. Mais en même temps, sa critique de l'autorité nationale palestinienne et de Yasser Arafat est totale. Elle est totale d'abord sur un simple point, c'est qu'il refuse de participer à tous les processus électoraux, quels qu'ils soient, sauf un processus électoral qui ne relève pas de l'autorité nationale palestinienne, qui sont les élections syndicales étudiantes, qui préexistaient largement à la mise en place de l'autorité nationale palestinienne. Le djihad islamique refuse même de participer aux élections municipales. Pourtant, les élections municipales palestiniennes, il y avait eu des élections municipales palestiniennes avant la mise en place de l'autorité. Donc, refus de participer à tout processus électoral sur l'argument avaliser le processus électoral dans les territoires palestiniens, c'est avaliser les accords d'Oslo et c'est avaliser l'existence d'une autorité nationale palestinienne qui est un État sans État. Défiance vis-à-vis de l'autorité palestinienne, comme j'ai dit, mais qui n'induit pas finalement une opposition complète au Fatah. Continuité dans les années 2000 par une coopération sécuritaire renforcée avec l'Iran et le Hezbollah, et également par une clarification politique que le mouvement établit à l'époque à l'encontre de la mouvance salafiste djihadiste. Le mouvement va condamner les attentats du 11 septembre, par exemple, dans lesquels il ne se reconnaît pas. Et là, on voit bien sa différence du concept de djihad. Pour le djihad islamique, le djihad, c'est quelque chose qui appartient à la lutte nationaliste, et ce n'est pas quelque chose qui appartient à une espèce d'islam politique transnationalisé, un peu sur le mode Al-Qaïda. Et il va y avoir jusqu'à maintenant des problèmes dans les territoires occupés entre la mouvance salafiste, salafiste radical, et le mouvement du djihad islamique en Palestine. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les salafistes accusent le mouvement du djihad islamique d'être pro-iranien et d'être finalement de faire œuvre de chiitification, c'est-à-dire de vouloir finalement chiiser, rendre les Palestiniens sunnites chiites. C'est une accusation qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement recourt aussi de plus en plus à certaines actions civiles. Si vous vous souvenez un peu de la grève de la faim en 2011-2012, il y a eu une grande grève de la faim des prisonniers palestiniens. L'une de ces plus grandes grèves de la faim était menée par un leader du djihad islamique qui s'appelait Hadr Adnan. Et également, est-ce qu'il y aurait une petite inflexion? Moi, je pense que non, mais juste un point, le mouvement du djihad islamique en Palestine a été signataire en 2006 d'une lettre des prisonniers palestiniens, je ne sais plus si vous vous souvenez de ça, ça commence à dater, une lettre des prisonniers palestiniens sur la question de la solution politique en Palestine et de la réconciliation interpalestinienne, dans lequel était évoquée la notion des deux États. Alors ça ne veut pas du tout dire que le djihad islamique reconnaît les deux États, mais ça veut juste dire qu'en 2006, il y a eu un dirigeant du djihad islamique qui, dans cette lettre, a avalisé d'une certaine manière le principe des deux États. Mais ça n'induit pas, à mon avis, une inflexion du mouvement sur la question. Dernier point sur lequel je veux venir un peu sur ces années 2000. C'est un point, je dirais, litigieux, parce que c'est un point actuel, c'est la crise syrienne et les impacts qu'elle a eu sur le mouvement national palestinien, impact qu'elle a eu pour une simple raison. D'abord, c'est qu'il y a des Palestiniens en Syrie et il y a des réfugiés palestiniens en Syrie. Et la situation actuelle dans les camps palestiniens de Syrie, et notamment dans le camp de Yarmouk, est traduite, comme vous savez, par une situation humanitaire plus que déplorable, le mot est faible, avec
ce qui s'appelle actuellement une famine, tout simplement. Suite effectivement au siège imposé par l'armée gouvernementale depuis plusieurs mois, et suite également aux affrontements à l'intérieur du camp entre des factions pro-régime et des factions anti-régime, qu'elles soient palestiniennes ou non palestiniennes. Donc elle a été un peu la politique du djihad islamique sur cette crise syrienne. Pourquoi je vais insister un peu sur ça dans la fin de ce que j'ai à dire? Parce qu'elle résume bien toute la politique et toute l'idéologie et toute la pratique du djihad islamique depuis 30 ans. Lorsqu'éclate la crise syrienne en 2011, les partis politiques palestiniens, pour la plupart, sont basés à Damas et sont dans une relation assez correcte avec le régime syrien. Toutes les factions palestiniennes, pas seulement les factions palestiniennes pro-régime comme le commandement général de Ahmed Jibril ou le Fatah Intifada de Abu Moussa, etc. Toutes les factions sont représentées, par exemple, dans le camp de Yarmouk. Pour ceux qui étaient allés à Yarmouk à l'époque, il y avait des bureaux de Hamas, il y avait même des bureaux de Fatah. Le Fatah de Yasser Arafat, pourtant, qui s'est disputé des années durant avec le régime syrien, avait des bureaux à Yarmouk. Et je me souviens, à Yarmouk, dans les années 2000, on voyait les portraits de Yasser Arafat sur les murs du camp. Moi, c'était quelque chose qui m'avait surpris, considérant les relations difficiles entre Arafat et le régime syrien dans les années 70, 80, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça. Toutes les factions politiques, la gauche, le Fatah, le Hamas, etc., étaient basées à Damas, et pour certaines, même pour la majorité, recevaient une aide financière, logistique et militaire de la part du régime syrien, y compris le Hamas, qui pourtant vient des frères musulmans, et on connaît la difficulté des rapports entre les frères musulmans et le régime syrien, comme vous avez pu vous en apercevoir depuis quelque temps. Avec la crise de 2011, le mouvement national palestinien va se diviser autour de la crise syrienne. Il va se diviser entre trois grandes orientations. La première orientation, on peut le dire, c'est l'orientation de Hamas, qui est une orientation clairement de rupture, de prise de parti pour la révolution syrienne, de dire il y a désormais un nouveau cadre régional traduit par les révolutions tunisiennes, égyptiennes, yéménites, etc. Et on va prendre parti pour ce soulèvement populaire. Alors c'est une prise de parti, ceci dit, qui est progressive, elle ne vient pas du tout d'un coup, parce qu'au début, lorsque éclatent les événements en février-mars 2011, le Hamas est plutôt au début sur une logique de négociation, de dire... Il s'adresse au régime en disant essayez de négocier avec les frères musulmans syriens, essayez de négocier avec certaines factions de l'opposition, etc. Mais très rapidement, il va se détacher du régime syrien. En même temps, un de ses dirigeants, Khaled Meshal, va se rapprocher du Qatar. De toute façon, il va partir au Qatar, tout simplement. Le régime syrien va attaquer frontalement le Hamas en les traitant de traîtres, en disant vous avez accueilli pendant 13 ans et puis pendant 12 ans, et aujourd'hui vous nous tirez dans le dos, donc vous dégagez. Donc rupture totale entre le Hamas et le régime syrien, et participation jusqu'à maintenant, même si le Hamas ne le reconnaît pas complètement, ou il le reconnaît à demi-mot, participation à des combats armés de certains militants de Hamas aux côtés de l'opposition armée syrienne. Deuxième position, complètement opposée à celle de Hamas, c'est le positionnement des partis politiques pro-syriens, historiquement, donc le commandement général et le Fatah Intifada notamment, ça va être de dire nos militants combattent auprès de l'armée gouvernementale syrienne et servent finalement de supplétif à l'armée gouvernementale syrienne. Troisième position, c'est la position du djihad islamique, qui est aussi finalement la position du Fatah et qui est aussi la position du Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est de dire, dans le conflit entre le régime et l'opposition, les Palestiniens doivent rester politiquement neutres, pour plusieurs raisons. Première raison, nous sommes un peuple de réfugiés en Syrie, donc nous ne sommes pas syriens, donc nous devons rester neutres pour cette raison. Deuxième raison, il y a un passif pour les Palestiniens lorsqu'ils ont pris parti dans un conflit armé. Ils ont toujours perdu, c'est-à-dire les Palestiniens ont pris parti pour la gauche libanaise dans les années 1970 pour se retrouver à la fin des années 1980 sans rien, avec une situation limite pire qu'avant. Les Palestiniens se sont fait expulser du Koweït lorsque Yasser Arafat a pris parti pour l'Irak, les Palestiniens se sont fait expulser de Libye. Donc il y a cet argument de dire si les Palestiniens prennent parti, ils vont en payer le prix, parce que c'est une guerre, et dans la guerre, on ne sait pas qui va être le vainqueur, on ne sait pas dans quel sens va basculer le rapport de force. Donc, dans ce cadre-là, restons plus ou moins neutres et puis attendons que ça passe. C'est un peu, je dirais, le raisonnement qui est traduit aussi par une logique de essayons de négocier avec le régime et avec l'opposition pour que les camps ne soient plus
une zone militaire, mais que les camps soient ce qu'ils appellent une zone sécuritaire neutre. Il va y avoir une série d'accords qui ont été menés par le mouvement du djihad islamique en Palestine et par plusieurs forces de l'OLP l'année dernière. En octobre-novembre notamment, il y a eu un accord qui avait été signé avec certaines factions de l'opposition, accord qui était basé sur l'idée retrait des groupes armés non palestiniens des camps, en échange de quoi l'armée gouvernementale lève le siège sur le camp de Yarmouk, etc. C'est un peu la démarche du djihad islamique de dire négocions avec les deux parties pour assouplir, disons, le régime sécuritaire des camps. Naturellement, comme vous le savez, ça a échoué, sinon il n'y aurait pas la situation actuelle à Yarmouk. Cette position du djihad islamique, finalement, de dire négocions entre le régime syrien et l'opposition, elle est assez classique de sa philosophie. C'est-à-dire, sa philosophie, depuis le début, c'est quoi? C'est de dire l'unité nationale palestinienne prime sur toute autre considération. Mais derrière ça, il y a un autre raisonnement du djihad islamique qu'il dit très clairement actuellement sur la crise syrienne, c'est de dire les désaccords entre Arabes ne doivent pas être réglés par la voie des armes. La voie des armes ne sert que dans les contextes d'occupation. Alors c'est une position, je veux dire, théorique à laquelle lui se tient, qui peut paraître abstraite dans certains cas, parce que dans le cas syrien, comme on l'a vu, si l'opposition armée a pris les armes, c'est aussi parce qu'il y avait une répression en face qui a provoqué d'une certaine manière ce choix des armes. Mais le djihad islamique, lui, veut se tenir à cette ligne de dire tous les conflits interarabes ne doivent jamais se régler par la voie des armes. Et donc, dans le cadre d'un affrontement armé entre l'opposition et le régime, nous ne prendrons pas parti pour un camp qui utilise des armes contre d'autres arabes et contre d'autres musulmans. C'est son raisonnement un peu idéologique, central. C'est le même raisonnement qu'il avait en 2007 lors de l'affrontement entre Hamas et Fatah. C'était exactement son argumentaire de dire les désaccords entre le Hamas et le Fatah, au-delà des accords et des désaccords qu'on peut avoir avec les uns et les autres, ne doivent pas se régler par la voie des armes, mais doivent se régler par la voie de la négociation politique entre les deux tendances. C'est une réminiscence un peu, je dirais, de l'éternelle question de la contradiction principale et de la contradiction secondaire, du vieux principe maoïste. Pour le djihad islamique, la contradiction principale, c'est la lutte contre Israël, point. Et tout le reste doit découler de ce premier principe. Et tout ce qui divise les Palestiniens affaiblit la lutte contre Israël, donc pour eux n'a strictement aucun intérêt. Ceci dit, si le djihad islamique a cette position de neutralité officielle sur la crise syrienne, il s'avère que, notamment dans les territoires occupés, ces factions, enfin certains de ces dirigeants, s'avèrent, dans la situation actuelle, plus enclins à soutenir le régime, de fait, qu'à soutenir l'opposition. Je dis ça parce que en Palestine, par exemple, vous avez actuellement ce qui s'appelle les comités de défense de la Syrie, donc qui sont des comités populaires de défense du régime, en réalité. Ces comités populaires sont animés par des bassistes palestiniens, mais militent dedans les gens du Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est eux qui constituent les principales troupes militantes de ces manifestations, et les gens du djihad islamique en Palestine. À Hébron, par exemple, c'est le djihad islamique, c'est le mouvement du djihad islamique en Palestine qui est très actif dans ces comités de défense de la Syrie, qui là aussi sont transidéologiques, on retrouve des islamistes, la gauche et compagnie. Pourquoi finalement le djihad islamique, en dépit de sa position de neutralité officielle, a un peu cette tendance à se déporter plus du côté du régime? D'abord parce que dans sa sphère d'alliance régionale, il est allié politiquement à l'Iran et au Hezbollah. Et là, c'est pas seulement, je l'ai dit, une alliance politique, c'est aussi une alliance idéologique. C'est des mouvements avec qui il a une accointance et une sympathie idéologique depuis le début. Donc, il se calque d'une certaine manière sur la position iranienne. Et c'est aussi que la montée salafiste en Syrie, qui est aussi une réalité, le pousse lui aussi dans les bras du régime. Comme je vous l'ai dit, les salafistes accusent souvent le mouvement du djihad islamique de chiitification, de vouloir chiiser les Palestiniens, finalement d'être des agents iraniens d'une certaine manière en Palestine. Et le djihad islamique aujourd'hui craint d'une certaine manière cette montée salafiste, pas seulement en Syrie, mais également sur la scène politique palestinienne et en général dans la région. Et cela a tendance aussi à un peu pousser certaines de ces factions dans les bras du régime syrien. Le mouvement du djihad islamique en Palestine n'est pas le seul. Pour dire les choses concrètement et sincèrement, une très grande majorité de la gauche palestinienne aujourd'hui, en tout cas dans les territoires, soutient de moins en moins secrètement le régime syrien dans les affrontements actuels. Et ce qu'il faut voir aussi dans cette position sur la crise syrienne et dans cette espèce de neutralité ambiguë plus proche du régime, une réminiscence aussi de son éternel
Relations compliquées avec le Hamas, probablement oui. C'est-à-dire, pour lui, le fait que les frères musulmans, etc., le mouvement du djihad islamique n'a pas forcément vu ce développement exponentiel après les révolutions arabes des frères musulmans dans la région, que ce soit en Tunisie, en Égypte, au Yémen. Le mouvement du djihad islamique en Palestine n'a pas vu ça forcément comme positif, tout simplement parce que ce qui peut renforcer trop le Hamas se fait aussi à son propre détriment. Donc voilà, dans ses positionnements sur la crise syrienne, le djihad islamique est comptable d'une position tout à la fois, je dirais, idéologique, de principe, mais aussi d'alliance politique conjoncturelle, de raisons purement matérielles. Hein. C'est l'Iran aussi qui fournit son aide financière et militaire principale. Donc je veux dire, il a aussi des bailleurs de fonds comme d'autres mouvements, et que ça joue sur son positionnement politique. Et on pourra revenir naturellement dans la discussion, si vous le voulez, sur la crise syrienne et sur son positionnement et le positionnement des autres organisations palestiniennes. Donc, en conclusion, je dirais, intérêt de ce mouvement. Bon, comme on l'a vu, il y a une trajectoire historique qui, sur 30 ans, dessine un peu un groupe de jeunes intellectuels qui rompent avec les frères musulmans, d'abord sur une critique culturelle et intellectuelle, ensuite sur une critique politique, qui sont fascinés par l'Iran alors qu'ils ne sont pas chiites, et que ça permet effectivement de faire une contre-histoire, une sorte d'alter-histoire de l'islam politique en Palestine. C'est un courant dont le Fatah, je l'ai répété plusieurs fois, participe à sa genèse, et l'histoire du courant islamique de Fatah permet là aussi de faire une espèce d'histoire alternative du Fatah, et peut-être même d'une large partie du mouvement national palestinien. C'est un l'islamisme du mouvement du djihad islamique en Palestine, c'est un islamisme paradoxal car, je dirais, les catégories, comme on a vu, radicales, modérées, sont très fluctuantes et ne tiennent pas tout le temps. C'est le mouvement sur la scène politique palestinienne probablement le plus radical face à Israël, sans doute même plus que le Hamas. Par exemple, le djihad islamique n'a pas du tout avalisé la logique de la Houdna, c'est-à-dire de la trêve avec Israël. C'est-à-dire il y a même les pas que le Hamas a pu faire, le djihad islamique ne les a pas fait, pour le moment ne veut pas les faire. Et pourtant, sur la scène politique palestinienne, il va se poser un peu, je dirais, comme un espèce de corps de diplomate, en disant, voilà, quand les Palestiniens s'affrontent, nous, on va se mettre au milieu et on va discuter avec les uns et les autres pour les réconcilier et pour arriver à la paix civile. Islamisme paradoxal, puisque il ne s'inscrit pas finalement dans cette polarisation communautaire sunnite-chiite, ce qui est aussi difficile pour lui, parce qu'il y a une polarisation communautaire, ça a des conséquences aujourd'hui en Syrie et en Palestine, et quand vous avez un mouvement qui dit « nous, on est des sunnites, mais qui reconnaissons toute la légitimité d'une partie de la pensée chiite, à laquelle même on voue une certaine admiration, mais en même temps, nous ne sommes pas chiites », c'est, pour un certain nombre de gens, assez difficile à comprendre dans cette période de polarisation communautaire extrême. Islamisme paradoxal, enfin, parce que même moi, jusqu'à maintenant, j'ai du mal à dire c'est quoi l'islam politique du djihad islamique. Quand je parle du djihad islamique, j'ai l'impression que c'est un parti qui est d'abord et avant tout nationaliste. Ultranationaliste, mais nationaliste, comme je l'ai dit, avec un programme qui finalement parle un programme et des statuts qui parlent très très peu d'islam, où quand on le lit, on s'interroge sur la forme d'État que tout cela va prendre, et où le programme, en fait, le programme, c'est de dire il faut libérer la Palestine. Alors vers quoi, comment, tout cela n'est pas forcément précisé ni dit, mais un parti finalement dont finalement la véritable théologie, ça serait une théologie, on pourrait dire nationalitaire, une théologie, alors je ne vais pas faire d'analogie historique, mais je dirais une théologie de la libération au sens propre. Je ne fais pas du tout d'analogie avec l'Amérique latine, je ne dis pas que le djihad islamique est de gauche, je dis c'est une théologie de la libération au sens propre, c'est-à-dire la libération est elle-même devenue quelque chose de quasi théologique, c'est-à-dire c'est le but, les moyens, la fin, quoi. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose là aussi d'assez intéressant. Et finalement, effectivement, le concept d'islamo-nationalisme qu'avait développé par exemple Olivier Roy dans les années 90, le concept d'islamo-nationalisme, lui sied bien. On a souvent dit du Hamas, c'est un mouvement islamo-nationaliste, on a souvent dit du Hezbollah, c'est un mouvement islamo-nationaliste. J'aurais envie de dire, contrairement à ces deux mouvements, le mouvement du djihad islamique en Palestine est un véritable islamo-nationalisme. Contrairement au Hezbollah, il est beaucoup moins pris dans cette problématique
communautaire. Le Hezbollah est quand même aujourd'hui dans une démarche aussi communautaire. C'est un parti communautaire au Liban, qui a une dimension nationaliste en même temps. Mais le djihad islamique, par son espèce de dialogue sunnite-chiite, échappe finalement à cette polarisation communautaire. Le Hamas, de même, est quand même très marqué par son background islamique sunnite quand même très fort. Le djihad islamique, un peu par les catégories un peu fluctuantes qu'il établit entre toutes ces écoles de pensée, finalement, et en mettant le nationalisme au centre, apparaît comme un islamo-nationalisme véritable, où finalement le nationalisme, parfois même, semble primer sur l'islam. Donc voilà, juste en dernier mot, l'intérêt de ce mouvement, pluraliser l'histoire du mouvement national palestinien. Il serait bien aussi qu'aujourd'hui on s'intéresse à la gauche palestinienne, ou je sais pas, aux libéraux, etc. Sortir peut-être de cette idée qu'il y a toujours le Fatah et le Hamas, parce que ça fait partie de l'histoire, et s'intéresser aux courants minoritaires, ça peut avoir, c'est-à-dire ne pas céder aux effets de mode, ça peut avoir un seul avantage, ça peut peut-être avoir l'avantage des fois d'anticiper sur les événements. Dans les années 70, on écrivait beaucoup sur la gauche, on n'a pas vu la montée des frères, et pourtant les frères existaient, c'était une organisation immense dans les territoires, déjà, enfin, avec une véritable base populaire. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup au Hamas, on écrit beaucoup moins sur le Fatah, et c'est dommage, le Fatah reste la deuxième organisation politique, ou la première organisation politique en Palestine, au même niveau que le Hamas. Il y a très peu d'écrits sur le Fatah, et c'est dommage. Et on a envie de dire, ce serait bien aussi qu'il y ait une littérature qui se développe sur les autres mouvements. Ça vaut pour la Palestine, mais ça vaudrait aussi pour d'autres pays. Sur la Tunisie, on aimerait aussi qu'il y ait des écrits sur autre chose que actuellement sur le mouvement Ennahda, les islamistes tunisiens, les islamistes tunisiens. Ce serait bien d'avoir des écrits sur, je sais pas, le mouvement syndical tunisien, par exemple, qui pèse actuellement. Donc, ne pas toujours céder à ces effets de mode. Et pourquoi ? Parce que ces mouvements, même s'ils sont minoritaires, le djihad islamique en Palestine, c'est la 4e organisation palestinienne avec, on va dire, il y a les deux premiers, c'est Fatah et Hamas, et après, il y a le FPLP et le djihad islamique, voilà, pour résumer de manière brute. Mais c'est un mouvement minoritaire, mais qui permet un travail historiographique de déconstruction, en même temps, qui n'est pas inintéressant. Ça permet un travail de déconstruction de l'islam politique, comme je l'ai dit. Ça permet un travail, si vous interrogez les frères musulmans aujourd'hui dans la région, je ne suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup le djihad islamique, tout comme les salafistes. Je doute qu'ils aient une grande amitié pour eux. Ça permet un travail de déconstruction de l'islam politique, ça permet un travail de déconstruction du nationalisme, en se disant que ce qui n'est pas islamiste est forcément laïque. Encore une fois, le Fatah s'est construit historiquement comme un courant transidéologique, avec beaucoup de tendances en son sein. Et donc, des fois, étudier des mouvements minoritaires comme ça permet un peu de déconstruire finalement tous ces discours et toutes ces récupérations de l'histoire. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans le livre, et notamment en revenant sur cette période de la première intifada. La première intifada, quand on étudie la première intifada, on s'aperçoit qu'il y a une historiographie très disputée. Il y a l'historiographie du Fatah, qui dit le Fatah a été à l'origine de la première intifada, notamment par le rôle central de Abu Jihad, son numéro 2. Il y a une historiographie du Front populaire pour la libération de la Palestine, qui dit regardez, le premier martyr, le 9 décembre 1987, était un martyr du FPLP, la preuve que nous avons un rôle central dans cela. Le Hamas a dit, regardez, la première intifada de 1987, c'est la période où se constitue le Hamas, donc cette coïncidence dans le temps montre bien que le Hamas a eu un rôle moteur dans la première intifada, et le djihad islamique, lui, va plus loin, dit, la première intifada, c'est nous qui l'avons lancée, quelques mois avant les autres, en octobre 1987, octobre 1987, nous avons lancé la première intifada, avant le Hamas et les forces de l'OLP. Tous ces discours ne sont ni plus ni moins vrais les uns que les autres. Ils sont tous vrais et en même temps partisans. Ils ont quelque chose de tout à fait subjectif. Et c'est un peu à ça, à mon avis, qu'il faut être amené à s'interroger, à pluraliser finalement les discours historiques.